À la une ce soir, les contrats et des nouvelles manifestations contre leur suppression dans le milieu scolaire. Ce soir, vous entendrez les familles d'autistes. Ils craignent pour la prise en charge de leurs enfants par l'école, menacés par la suppression de personnel. L'intégration d'une quarantaine d'étudiants du programme Erasmus en Martinique. Ils viennent d'Allemagne, d'Autriche ou d'autres pays et ont commencé leur semestre par la découverte des saveurs et des rythmes du pays. Notre invité, l'historien Gilbert Pagot. Avec lui, nous reviendrons sur les événements de septembre 1870, l'insurrection du Sud réprimée dans le sang avec un bilan officiel de plusieurs centaines de morts. Et la Martinique au Canada, Martinique gourmande avec cette dégustation dans un restaurant de Montréal. Particularité, les convives mangent dans le noir. Les chefs cuisiniers martiniquais ont relevé le défi. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Un rassemblement pour dire non à la suppression des contrats aidés. C'était ce matin à la maison des syndicats. Vous le verrez sur ces images, une cinquantaine de personnes réunies à l'appel du syndicat des enseignants. Une nouvelle manifestation après celle d'hier. Et ensuite, une autre mobilisation est prévue pour la journée de lundi. Les images sont signées Anaïs Gall. Les contrats aidés, leur suppression drastique aurait également des impacts sur la prise en charge des enfants autistes. 150 emplois de personnel destinés à l'accompagnement des enfants n'auraient pas été reconduits dans l'Académie de Martinique. C'est ce qu'affirme l'association Lionnage Autiste qui regroupe des parents d'enfants autistes. Face à l'inquiétude, un rassemblement a été organisé ce matin aux Trois-Îlets. Le reportage de Johan Boulard. Tu sais qui contacter au moins? Voilà, est-ce qu'on te répond? On m'a pas répondu encore. J'ai même contacté la chaîne que la secrétaire... Sabine, David et les autres sont parents d'enfants autistes scolarisés en milieu ordinaire. Des enfants qui nécessitent une attention toute particulière. Mais voilà, les AVS ou auxiliaires de vie scolaire qui assurent leur prise en charge sont eux aussi visés par la suppression des contrats aidés. Un problème de taille, une véritable menace pour la scolarité de ces élèves. Que ce soit dans le cas d'un enfant autiste ou un enfant ayant une autre différence, c'est hyper important puisque ces contrats-là, ces auxiliaires aident en fait à l'éducation, à l'apprentissage des enfants. Donc sans ça, l'enseignant, c'est clair, est débordé et n'a pas les moyens qu'il faut. Il est au CE2, comme je le disais, et il ne peut pas suivre forcément comme les autres, quoi. C'est-à-dire que la maîtresse dans ces classes-là, elle suit le programme, mais les enfants savent déjà écrire. Et lui, il est complètement largué en fait par rapport à ses camarades et c'est un gros problème, quoi. Il n'y a pas eu d'AVSI. Résultat des courses, l'école ne peut pas trop le garder parce que ça devient un peu lourd pour l'institutrice, ce qui peut se comprendre. Et deuxièmement, le gyrochadé qui vient sur place ne peut pas se déplacer tant qu'il n'y a pas d'AVSI. Donc là, je crains sincèrement pour mon fils, mon enfant. Alors, dans ce contexte, pas question de transiger. J'ai envoyé un courrier au directeur académique qui s'en occupe de ça. Avec accusation, j'attends la réponse. Et durant ce week-end, je vais envoyer des courriers à nouveau de différents endroits pour voir comment ça bouge. Parce que là, pour moi, il faut qu'on ait la VSI BP pour c'est tout. L'éducation est un droit fondamental. Un message martelé par l'association Lionnage Autisme. L'école, c'est l'école de la République. Il n'y a aucune raison que nos enfants ne bénéficient pas d'une éducation. On doit leur donner une AVS, c'est un droit. Nous sommes en train de nous rapprocher d'un avocat pour envisager des voies de recours en justice pour la scolarisation des enfants et pas seulement, aussi dans d'autres domaines où le droit de nos enfants n'est pas respecté. Selon les membres de l'association, en Martinique, la situation des personnes autistes s'aggrave. L'accès à l'éducation et le manque de moyens représenteraient les problèmes majeurs. Ce matin, ils ont coordonné leurs forces et défini un plan de bataille pour la sauvegarde de l'éducation de leurs enfants. En bref, cette bonne nouvelle, René Noël, disparu depuis dimanche dernier, a été retrouvé à Rivière-Pilote cet après-midi par un membre de sa famille âgé de 66 ans et malade de l'Alzheimer. L'homme a été admis à l'hôpital Pierre Zobda-Kittmann. Il serait en relative bonne santé. Deux nouvelles initiatives en faveur des sinistrés des îles du Nord. Le Rotary Club, en partenariat avec plusieurs supermarchés et stations essence de Lille, ont recueilli des dons ce matin dans plusieurs supermarchés de Lille. La CTM a également ouvert un point de collecte sur son site de la Pointe de Jaham où tout un chacun peut déposer des denrées alimentaires. On écoute ces réactions recueillies par Johan Boulard.
sommes une centaine de membres du Rotary qui sont répartis aujourd'hui dans tous les hyper-U de Martinique. Et pour cette collecte, aujourd'hui à midi, on est à 4 palettes, regroupées, donc filmées. Et donc les gens vraiment contribuent et sont solidaires. Et donc on vous invite à continuer. Aujourd'hui, jusqu'à la fermeture des hyper-U, nous continuons à collecter. Et jusqu'à mardi 19, les collectes se poursuivent dans les stations Vito. Plus il y aura de monde, plus on aura, même si chacun donne un petit peu, c'est les petites rivières qui feront les grands fleuves. Par rapport à l'évaluation que nous faisons, nous appelons vraiment les dons à s'orienter plus sur tout ce qui concerne les produits d'hygiène, donc tout ce qui est savon, gel douche, brosse à dents, dentifrice, etc. Tout ce qui est gel bactéricide. Produits aussi également liés aux moustiques, donc moustiquaires et répulsifs. Et tout ce qui est petit outillage, donc bâches, clous, vis, marteaux, etc. Donc bien sûr, nous appelons quand même à apporter d'autres denrées, d'autres produits, mais particulièrement focalisés sur ces produits qui ont été énoncés. Il était important de pouvoir être solidaire par rapport aux conséquences des différents phénomènes, notamment Irma, et aux dégâts et conséquences qu'il y a eu au niveau de l'arc antillais, notamment sur les îles du Nord et nos voisins caribéens. Comme chaque année, l'Université des Antilles accueille des étudiants étrangers dans le cadre du programme européen Erasmus. Ce matin, ils étaient une quarantaine à Schellcher pour découvrir les différentes facettes de la vie martiniquaise. Le reportage signé Anaïs Gall. Des regards amusés, mais un peu inquiets tout de même de se lancer dans l'inconnu. Pour ces 8 étudiants, c'est le moment d'entrer dans la danse. Le cavalier numéro 1, c'est celui qui donne l'eau à l'orchestre. C'est lui. Avec le cavalier numéro 1 en face de lui. D'abord choisir son cavalier, puis apprendre les pas de base. Oui, oui. Non. Et après la théorie, la pratique. Ils sont très bien et très intelligents parce qu'ils retiennent bien. Et ça se passe très bien. C'est une danse locale, c'est la culture et c'est bon d'exercice avec la culture, c'est cool. Je m'attendais quand même à une danse traditionnelle. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait, mais je ne suis pas d'ici. Venus d'Europe ou de la Caraïbe, tous ont choisi la Martinique pour leur année d'échange international. Johannes, Louis et Clara attendent beaucoup de cette expérience. Je viens d'une île, mais c'est une île très différente. Mon île avait beaucoup d'hôtels, cette île est plus naturelle et tout change ici. Pour moi, pour mon carrière, pour la géographie, c'est une opportunité de faire des choses différentes ici. J'espère d'avoir un temps très intéressant avec des souvenirs pour aller à la maison, apprendre le français bien sûr et peut-être trouver des amis. Pour moi c'est très important, intéressant comment les personnes ici identifier soi-même et aussi toutes les choses entre le post-colonialisme, pas seulement en Allemagne où nous sommes la force impériale, mais aussi d'ici. En différentes perspectives, changer la perspective, ça c'est très important pour moi. Après la session de haute taille, la découverte se poursuit par les papilles cette fois. Ici, des fruits et des légumes locaux que beaucoup ne connaissent pas, comme le jus de groseille pays ou de pitaya, l'occasion de tester de nouveaux produits. Il y a vraiment beaucoup de fruits frais et en Autriche c'est un peu difficile parce qu'on a quand même l'hiver et l'automne où il est trop froid. J'ai découvert beaucoup de racines, par exemple l'igname, et je ne le connais pas du tout. Chaque année, de nombreux étudiants Erasmus intègrent l'Université des Antilles. Avec cette visite, la commune de Schellcher souhaite les familiariser avec les lieux. Déjà pour mieux appréhender leur nouvel environnement, l'environnement qui sera le leur pendant le prochain semestre, pour leur donner aussi des conseils pratiques au niveau quotidien, où se trouve le médecin, où se trouve la pharmacie, etc. Mais aussi, en cette journée du patrimoine, leur permettre de découvrir le patrimoine martiniquais et leur permettre de partager notre patrimoine matériel et immatériel.
Une entrée en matière qui semble avoir fait forte impression auprès de ces jeunes. Certains d'entre eux veulent même aller plus loin. Ils se sont inscrits à des cours de créole. Voilà, et bienvenue à ces étudiants donc, de Erasmus. On va ouvrir une page d'histoire dans ce journal avec notre invité Gilbert Pagot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et on va parler avec vous de cette période assez trouble de l'histoire martiniquaise. Je parle de septembre 1870 qui a connu une insurrection sur l'île et notamment dans le sud de l'île. On va d'abord rappeler ce qui s'est passé exactement aux environs du 20 ou du 22 septembre 1870. Oui, il y a eu cette insurrection extrêmement importante dans 7 communes de la Martinique, du sud, et puis qui a eu des répercussions dans le reste de l'île, y compris à Saint-Pierre ou à Fort-de-France. Et pourquoi les gens se sont soulevés? Eh bien, c'est parce qu'ils en avaient assez que 22 ans après l'abolition de l'esclavage, on ait réinstitué toute une série de règles d'inégalité, surtout beaucoup de racisme, et y compris des problèmes judiciaires traités différemment selon qu'on est fils de noir ou bien fils de colon. Alors qu'est-ce qui va mettre le feu aux poudres? Alors ça vient d'un incident, ça vient d'une bagarre qui a eu lieu entre un colon blanc et un ancien esclave qui était entrepreneur de bâtiment et qui l'a fouetté parce qu'il trouvait qu'il ne se déplaçait pas suffisamment vite. Il a porté plainte, mais on lui a dit que, bon, vu qu'il y a des témoignages différents, eh ben, on ne peut rien faire. Donc il s'est vengé lui-même, et à partir de ce moment, il a été condamné au bagne, donc envoyé en Guyane. On devait l'envoyer en Guyane. Et au même moment en France, il y a le renversement du régime de Napoléon III, et les gens ici, avec la proclamation de la République, se disent eh bien, c'est le moment de régler les comptes aux béquets et aux colons. Alors justement, est-ce que la population martiniquaise, dont toutes ses composantes, va prendre part à cette insurrection, évidemment, sauf les béquets? Eh bien oui, parce que cette manifestation a, je vous ai dit, tout le sud de la Martinique, mais par exemple Saint-Pierre, il y a eu une émeute, et Saint-Pierre a été mise en émeute de septembre 1870 à mai 1871. Et la ville était donc encerclée et il a fallu évacuer un certain nombre de gens, dont un blanc qui était partisan de la défense des insurgés. Alors, on parle d'un bilan qui est de plusieurs centaines de morts. Encore aujourd'hui, ce bilan n'est pas encore très précis. À l'époque, on ne comptait rien du tout. On sait que, par exemple, sur le camp de Lacaille, on sait qu'il y a eu une centaine de morts. Sur le camp de Toli-Hugues, on dit qu'il y en a eu 85. À Dauberménil, on dit qu'il y en a eu à peu près 80. Enfin bon, quand on calcule, on arrive à plusieurs centaines de morts. Mais par contre, il y a eu 500 personnes arrêtées et mises au fort de Dezé parce qu'ils ont été jugés par un tribunal militaire. Alors justement, aujourd'hui, dans l'histoire martiniquaise, que reste-t-il de ces personnes qui sont mortes, qui sont condamnées? Est-ce qu'elles sont honorées? Est-ce qu'il y a des plaques commémoratives? Après toute une période où on les a stigmatisés, aujourd'hui, ils sont honorés. Bon, des gens comme Louis Telga, ou bien comme Lumina Sophie, ou bien comme Madeleine Clem, ou bien encore comme Rosanie Soleil, sont aujourd'hui connus. Alors pourquoi elles ont été stigmatisées selon vous? Parce que dans un premier temps, il fallait les présenter comme étant des démons. En particulier, il y avait eu l'assassinat d'un béquet qui s'appelait Codé et qui avait été membre du jury et qui avait fait condamner Léopold Lubin. Eh bien, on les a stigmatisés pendant longtemps, mais maintenant, aujourd'hui, les gens reviennent sur ça parce qu'on se rend compte que cette insurrection a beaucoup marqué la population et plusieurs générations. Des historiens, justement, se sont appropriés donc cette histoire martiniquaise. Cette semaine, aujourd'hui, demain et notamment la semaine prochaine, il y aura plusieurs événements qui vont être donc convoqués pour commémorer cette page de l'histoire martiniquaise. Et vous allez donner d'ailleurs une conférence très prochainement. Oui, alors ce soir, je sais qu'il y a les manifestations d'une association féministe qui s'appelle Culture Égalité, qui fait une pièce de théâtre. Parmi les personnages, on représente Lumina Sophie. Il y a demain une marche aussi.
La semaine prochaine, il y a une conférence que je donnerai jeudi soir sur l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'historiographie, comment on a raconté cette histoire au cours des 157 années qui se sont déroulées. Et puis il y a la CTM qui organise toute une série de manifestations à la fin de la semaine, de jeudi jusqu'à dimanche, et à Rivière-Pilote et à Fort-de-France. Et en particulier avec aussi la commémoration du lieu où ont été exécutés 8 des insurgés au polygone de Desclieux. Gilbert Pagot, merci beaucoup. Historien, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir fait le point sur les commémorations de septembre 1870 en Martinique. Direction le Canada, où se poursuit le festival Martinique Gourmande. Au programme ce samedi, vous le voyez, un barbecue concocté par les chefs martiniquais Guy Féridan, Marie Dubois et Nathanaël Ducteuil. Objectif, faire découvrir les chaudes saveurs martiniquaises. Écoutez ces réactions recueillies par Alvin Courcy. Opération Séduction plus que réussie, le temps a été de notre côté et a joué en notre faveur, donc on continue. C'est une belle ouverture pour le festival puisque c'est le deuxième jour, on entame le premier week-end, on a déjà eu quelques échos des restaurateurs qui sont très contents parce qu'ils ont eu pas mal de demandes, donc on est contents. En fait, c'est très, très bon. C'est un très bon ambassadeur pour faire connaître le pays et pour vendre la destination avec la bonne nourriture qu'on peut vivre ici dans les restaurants suggérés par le festival. Des petites choses sympas qui symbolisent pas mal la Martinique, un peu de lambi, du poulet boucané, ça c'est classique, mais c'est efficace. Et puis un petit peu de légumes poêlés, du giromon, un peu de chou, de la papaye verte, voilà quoi. C'est un petit peu ça. Et puis sans oublier les acras de morue. Et vous l'aurez compris, donc, le chef martiniquais Guy Ferdinand. Et toujours à Montréal, les saveurs martiniquaises se dégustent également dans le noir, au restaurant. Mais dans l'obscurité totale, les chefs et les convives se sont prêtés au jeu. Alvin Courcy. Il y a bien des manières de faire découvrir nos saveurs. Barbecue, restaurant chic, dégustation de rhum. Mais aujourd'hui, c'est un concept particulier qui attend les convives dans ce restaurant. Nos convives vont déguster nos mets dans le noir. Alors c'est une approche différente pour la création du plat, donc il faut penser plutôt à jouer sur les textures. Et voilà quoi, c'est un petit peu ça l'enjeu quoi. Le challenge supplémentaire pour les convives est de deviner ce qu'ils vont déguster. 5 plats leur seront servis pendant 2 heures. Un concept excitant pour les impatients qui ne souhaitent qu'une seule chose, goûter à notre cuisine exotique. Je m'attends déjà à plein d'épices, plein de couleurs dans l'assiette, voilà, que ça me fasse vraiment voyager aujourd'hui. Donc déjà avec le petit cocktail, on a déjà un bon début, en tout cas c'est plein de saveurs, donc je m'attends à être surprise. Quand je disais qu'on mange avec les yeux, là, de ne pas voir la nourriture, ça risque d'être assez particulier. Pour cette 10e édition du festival Martinique Gourmande, le gérant de ce restaurant au noir n'a pas hésité à accueillir nos 3 chefs martiniquais et 2 autres québécois pour proposer un événement original. On a vraiment adoré l'idée, puis on s'est dit écoute, on vous donne les restaurants au noir pour faire l'événement. J'ai trouvé c'est génial d'avoir 5 chefs ensemble dans une cuisine pour pouvoir faire un événement pour la Martinique en fait. C'est la nourriture soit inspirée par les épices et la nourriture de la Martinique. Puis voilà. Une fois le planteur dégusté, il est temps de passer aux choses sérieuses et de se diriger vers une salle plongée dans l'obscurité complète. Tout le monde va bien, on continue? Oui. Après 2 heures de service effectué par des personnes non-voyantes ou malvoyantes, les convives ont découvert un menu à base d'oursins, de crevettes, de poissons et d'agneaux, le tout à la sauce créole pour leur plus grand plaisir. C'était vraiment une super expérience, déjà de se tester soi-même pour savoir si on reconnaît les saveurs de la Martinique. C'était assez particulier. Puis dans le noir, on voit pas, hein. On se rend compte à quel point le sens de la vue est important. C'était vraiment super. Franchement, une très, très belle expérience. Je suis jamais allée en Martinique, là, je vais y aller, mais je connais quand même un peu. C'est des mets que j'associais quand même. La mangue, la papaye, le poisson, extrêmement. Je pense qu'ils ne sont pas allés dans le trop piquant aussi pour nous permettre probablement de plus goûter quand même, puis pas camoufler les saveurs.
Et les chefs, eux aussi, ressortent de cette expérience ravis. C'était super excitant pour moi parce que je sais que quand on est dépourvu d'un sens, eh bien, les autres, ils sont décuplés. Donc c'était super important de faire les bons dosages au niveau des associations de saveurs et des accords pour leur permettre aussi de retrouver un certain nombre de choses, en tous les cas les éléments principaux. Il nous faut plutôt insister sur les textures et voilà quoi, la façon de construire le plat, de le penser, de le cuisiner sera totalement différente. Et l'expérience était intéressante et je pense qu'il faudrait qu'on puisse la renouveler, pourquoi pas en Martinique, et reprendre un petit peu le concept, quoi. En attendant de voir le concept arriver sur notre île, chacun a fini le déjeuner dans la joie et la bonne humeur avant de découvrir les autres plaisirs du festival Martinique Gourmande. Voilà, retour en Martinique avec cette vigilance jaune par Météo France à l'approche d'une dépression tropicale. Elle se trouve à 1200 km de notre île. Les précisions avec Christian Massip de Météo France. Tempête tropicale Maria donc, a été baptisée ce jour avec une prévision de trajectoire qui l'amène sur la Guadeloupe. Bien sûr, à ce jour, il y a toujours une incertitude sur la position de cette trajectoire qui est représentée par ce cône violet. Donc elle est actuellement à 1000 km, elle se déplace à environ 30 km/h, donc on attend le passage au niveau de l'arc antillais dans la nuit de lundi à mardi. Ce qui est prévu, c'est un renforcement au stade ouragan, puisque une tempête tropicale, c'est déjà un cyclone, hein, mais donc nous sommes en tempête tropicale et il est prévu un renforcement ouragan. En fait, les conséquences, hein, c'est que sur la Martinique, on aura probablement des vents, pour le moment, on envisage des vents de 70 à 80 km/h, hein, des vents soutenus au plus fort, avec des rafales qui pourraient dépasser 100 km/h. On aura une mer, puisque ces vents vont lever la mer, donc qui va atteindre 4 à 5 mètres dans la nuit de lundi à mardi. Et puis, donc en ce qui concerne les pluies, on aura dès lundi probablement les premières bandes pluvieuses qui sont à l'avant, qui peuvent être très intenses et orageuses, mais qui passent assez vite. Donc en général, ça ne cause pas d'inondation. Voilà, à retenir la Martinique placée en vigilance jaune. Plus d'informations dans la météo présentée par Ruth Fortuna juste après ce journal. À suivre dans votre édition, le résumé du match Golden Lion CSK Pilote dans votre Sport Week-end qui revient dans votre JT du week-end. Et puis le JT des communes, dernier épisode de votre best-of de la saison 2016-2017 avec notamment une escapade à Grand-Rivière. Mais d'abord, le portrait d'un comédien martiniquais. Il s'appelle Mike Fédé et il est l'un des nouveaux acteurs de la série culte Plus belle la vie, diffusée sur France 3. Nos correspondants à Paris ont pu le rencontrer. Le reportage tout de suite. Je joue souvent avec mon tonton Lucien. Si vous voulez être sûr de remporter les 2000 € du tournoi, je suis l'homme qu'il vous faut. Pour la première fois, Mike rencontre Benjamin, son personnage dans la série Plus belle la vie. Alors forcément, ça lui fait un drôle d'effet. C'est pas facile, ça fait partie du boulot d'apprendre à se regarder pour pouvoir corriger certaines choses, s'améliorer, mais ouais, j'ai toujours... je suis vachement timide, donc du coup, c'est spécial. À seulement 29 ans, c'est son premier rôle dans une série aussi suivie qui dépasse les 4 millions de téléspectateurs. Mais avant de passer devant la caméra, c'est sur les planches du théâtre ou dans des studios d'enregistrement que le jeune Vauclinois s'exerçait. Un nouveau défi donc, mais surtout un tremplin pour cet acteur martiniquais. Chaque nouveau projet est une opportunité pour aller plus loin. Là, c'est la télé qui permet d'être vue par beaucoup de gens et de me dire, bon, j'espère qu'il y a des directeurs de casting ou des maisons de prod qui puissent se dire « Ah ben tiens, ce comédien, il nous a donné un truc là sur ce projet, sur cette émission qui nous plaît » pour pouvoir ensuite me contacter. Et d'ailleurs, pour concrétiser de nouveaux projets, Mike a rendez-vous avec son agent, celui à l'origine de cette belle aventure. J'ai eu quelque chose hier qui peut te correspondre. Pour une série télé, c'est la 2e saison. C'est vrai que c'est bien important de bien connaître ses comédiens. Et après, c'est au feeling, il faut qu'il y ait un flash tout de suite à se dire « Ah tiens, ce personnage me fait penser à tel comédien, à telle comédienne. » C'est ce qui s'est passé pour Mike. Voilà. Et ce n'est que le début pour Mike qui passe un casting l'après-midi même. À côté, l'acteur martiniquais développe aussi ses projets personnels. En plus de Plus belle la vie, on pourra le retrouver sur YouTube avec sa propre série Qui ça, dont les épisodes seront diffusés très prochainement.
Voilà, et bon vent à Mac Fédé, votre JT des communes, le best-of, le dernier best-of ce samedi avec le Dammy à Fort-de-France, le Morne Rouge et son chemin de croix. Mais d'abord, escapade à Grand-Rivière où, selon les habitants, il fait bon vivre. Bonjour. Bonjour. Ça va, Odile? Oui, ça va. Alors, depuis 8 h ce matin, Franck distribue son courrier. Un réel plaisir qu'il savoure tous les jours. J'aime mon métier, j'aime ce que je fais. Et puis j'aime bien aussi les habitants de Grand-Rivière. J'aime bien le cadre. Et voilà, et puis c'est pas trop loin de chez moi. C'est pas trop stressant, quoi? Non, c'est pas trop stressant, non, pas du tout. De maison en maison, il va à la rencontre des quelques 1000 riverains, comme Madame Alix, qui vit ici depuis 78 ans. C'est bien, c'est vraiment un petit coin de vacances, un petit coin de repos, on se repose. Toujours des petits amis, on fait des petites conversations, et puis la journée, ça passe. Même si l'on ne peut pas dire que l'activité soit débordante dans les ruelles de la commune, chacun trouve une manière de s'occuper à son rythme. Je prends la vie comme elle vient et je fais mon sport le matin. À 6 h, je pars de chez moi. Je vais faire une petite randonnée de 4, 5, 6 km. Je reviens chez moi. Après, je m'occupe, je trouve toujours quelque chose à faire. Sinon, je vais dans mon jardin. J'ai planté des légumes et je vais récolter mes légumes bientôt. Vous voyez? Alors, Grand-Rivière, il fait bon vivre. Il peut arriver que quelques problèmes de voisinage surviennent, rapidement apaisés par la sérénité des habitants. Un équilibre que Dario apprécie chaque fois qu'il vient faire ses livraisons. Il fait frais et puis c'est des paysans, c'est pas comme à Fort-de-France, c'est pas comme le Lamentin, c'est autre chose, une autre vie, une autre vision de la vie. Donc voilà quoi, c'est bien à Grand-Rivière. Vous voyez, j'habite Beau Séjour. Je suis descendue chercher un produit pour mes cheveux. Ma maison n'est pas fermée. Vous vous sentez en sécurité? En sécurité à Grand-Rivière. C'est l'idéal pour le repos et pour la sécurité. Et même les plus jeunes se rendent aussi compte du privilège de vivre dans cet environnement. Oui, c'est une chance parce que c'est pas partout qu'on voit ça, la mer à côté de la rivière. C'est pas partout. En ville, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce genre de... En ville, tu vas pas voir des gens comme ça dans la rue en train de se baigner, en train de crier. C'est qu'on a vraiment une chance de pouvoir vivre sans crainte, quoi. On vit notre vie. La plupart du temps, on va faire un foot sur la place, on va jouer au foot, ou bien on va à la mer, on fait du vélo, on fait les activités les plus simples. On ne s'ennuie pas en fait, on trouve tout le temps quelque chose à faire. Mais Grand-Rivière est aussi ce petit bout de paradis où il est toujours agréable de revenir pour celles et ceux qui ont quitté leur terre natale. Voilà une semaine que la famille d'Alix est arrivée de la région parisienne pour le plus grand bonheur de chacun. C'est des souvenirs. Et quand je revois mes amis avec lesquels j'étais scolarisé, donc il y a des souvenirs qui ressurgissent et c'est toujours un moment d'émotion. Ça fait toujours plaisir de revoir ses enfants, de passer un petit moment avec eux et de leur offrir ce qu'on pense avoir de meilleur. Alors qu'est-ce qu'il y a de bon justement au menu? Au menu aujourd'hui, c'est juste un blaf de poisson et légumes pays, du riz et puis voilà. Si Grand-Rivière peut être qualifié d'idyllique par son environnement, ses falaises et son littoral, c'est aussi et surtout grâce à ses habitants qui, pour rien au monde, ne souhaiteraient changer de vie. Attaquer, esquiver, le tout au rythme du tambour. Dans cette salle de Beaucanal, les élèves viennent plusieurs fois par semaine assister à leurs cours de damier. Une discipline qui mêle deux univers a priori très différents. C'est un sport de combat mais qui est dansé. Parce que c'est avec la danse, on utilise les gestes de danse pour pouvoir faire le combat en général, que ce soit les coups, l'aspect aussi lutter. Un art martial typiquement martiniquais que Jean-Laurent Zahir enseigne depuis plusieurs années. Pour cet animateur, le damier nécessite la maîtrise de quelques techniques. Donc tentez, coup de poing et rentrez, prends en oeil. Toujours être en lien avec la musique, support fondamental pour nous pouvons fonctionner. Ensuite, le respect de l'autre, fondamental pour qu'on puisse pouvoir évoluer. C'est l'autre qui nous permet d'avancer et de progresser. Donc
pouvoir se maîtriser, se contrôler. Il y a 4 ans, Lydie est tombée sous le charme de ce sport traditionnel. Ce qu'elle apprécie dans le damier, c'est l'exigence d'être polyvalent. Un bon damier doit être musicien. Ça veut dire dans la musique, imbibé, imprégné de la musique. Un bon damier doit observer tout le temps, constamment, ce qui se passe dans la ronde, ce qui se passe à l'extérieur, être toujours en observation. Un chanteur, des répondeurs, la chorale donne le tempo et les percussions ajoutent la note finale. C'est le rôle d'Annick, tambouillaise. À partir du tibois, effectivement, donc je commence à jouer et le chant qui dégage son énergie me donne envie aussi de jouer. Bien sûr, les combattants, puisqu'en fonction de ce qu'ils vont faire, j'essaie de suivre au maximum l'évolution des combattants damiers. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Le damier comme le bellet font partie de la culture martiniquaise. Victor Trèfre ne manque presque jamais l'entraînement. Lui qui a créé l'association Mimesman Maï Matinique en 1986 tient à transmettre les traditions aux plus jeunes. J'ai 76 ans, on ne sait pas à quel moment qu'on va mourir. Mais si tu ne le transmets pas, ça va mourir, cette tradition-là. Donc l'idée, c'est de transmettre aux jeunes le plus possible. Transmettre le plus possible, le plus possible. Mission accomplie puisque la discipline semble séduire de plus en plus de Martiniquais. Chaque semaine, l'association propose des cours de damier à travers toute la Martinique. Du haut de ce chemin de croix, 150 ans d'histoire nous contemplent. Un siècle et demi, pendant lequel de fervents fidèles ont foulé le calvaire du Mont Balisier. Un chemin de croix qu'Henriette gravit depuis son enfance. J'ai confiance. C'est un bonheur d'accompagner ma maman. Elle me tenait par la main et puis on y va. J'étais au chemin de croix et puis tu es là et puis tu écoutes, même si tu ne comprends pas encore tout. Vous ne montez pas en vous tenant la main. Et les générations se succèdent au pied du calvaire. À l'approche de la Pâque, ces fillettes découvrent le site et ses stations. Tu es là, au cœur de nos vies. Ni la pluie, ni la pente n'entravent leur cheminement. On a toutes fait les stations. J'ai aimé parce que on a suivi Jésus dans toutes les stations. Au bout du chemin de croix qui retrace la passion du Christ, le calvaire. Il a été érigé en 1867 par le père Blancpain sous l'autorité de Monseigneur Herper. Ce n'est que 2 ans plus tard que les stations sont dressées sur le Mont Balisier. Aujourd'hui, la paroisse du Morne Rouge, la patronne du diocèse de Martinique, veut faire de la commune un haut lieu de pèlerinage. Nous sommes en train d'ériger une chapelle d'adoration permanente dans laquelle nous sommes. Donc une fois que Monseigneur David Macaire l'aura donc inauguré, ce sera l'unique chapelle d'adoration permanente de la Martinique. Et nous essayons également de travailler en partenariat avec la mairie de Morne-Rouge et les commerçants pour pouvoir accueillir des pèlerins quand ils arrivent. Des pèlerins, ils pourront y rester plusieurs jours et se recueillir sur les sites historiques de la commune. L'église Notre-Dame de la Délivrande, avec son nouveau Sacré-Cœur, la grotte de Lourdes et le chemin de croix dont les constructions ont débuté il y a 152 ans. Voilà pour ce dernier best-of du JT des communes et vous allez pouvoir retrouver la nouvelle saison de votre JT des communes avec Hubert Bornil dès samedi prochain. Ce sera sur la commune du Marigot. Tout de suite, place au sport. Le sport, et on commence avec du football et la 2e journée du championnat de Régional 1. Hier soir, 3 matchs au menu, dont le fameux Golden Lion CS Casse-Pilote, un score de 7-1 en faveur des Joséphins qui ont joué à domicile. Le résumé du match avec José Le Chartier. Face à l'ogre Joséphin en rouge, c'est avec une équipe très jeune, moyenne d'âge 20 ans, que le CS Casse-Pilote se présente. Résultat, très vite, le Golden Lion montre les crocs. Et si leur première tentative échoue, à la 30e minute, Oniel Serbin commet une faute sur Thierry Catherine. Penalty.
Il est transformé par Kevin Parsemin. Le Golden Lion mène 1-0. L'attaquant Joséphin enfonce le clou quelques minutes plus tard. José Goron limite. À la mi-temps, le score est de 3-0. Au retour des vestiaires, la physionomie du match ne change pas. Les hommes de Julien Certain poursuivent sur leur lancée. Kevin Parsemin inscrit le 4e but. Le CES Casse-Pilote profite d'un relâchement joséphin. Emmanuel Taster marque le premier but pilotin. À 4-1, le Golden Lion n'entend pas s'arrêter. José Goron marque son second but de la soirée et le 5e pour le compte de son équipe. Kevin Parsemin lui s'offre un quadruplé. Le Golden Lion mène 6-1. Avant le coup de grâce porté par Sébastien Crétinoir, 7-1, c'est le score final. Je trouve qu'en première mi-temps, on a fait un match très sérieux, très appliqué. On a été capable justement de maintenir cette concentration à un bon niveau. Mais la démobilisation du second temps me semble plus être liée aux différents changements qu'on a apportés, puisque bon, on a quand même vu la préparation du match de mardi soir. Le bilan, c'est très lourd pour une équipe jeune comme ça, en espérant que ça leur serve de leçon pour l'avenir. Ce qui est dommage, c'est le fait de jeu à la 30e minute, parce qu'au bout de 30 minutes, il y a 0-0. On fait jeu égal. On n'a pas honte de ce qu'on produit. Et le penalty, qui est très discutable, ça n'enlève à rien la victoire du Golden Lion. Toujours hier soir, l'autre équipe de Saint-Joseph n'a pas connu le même succès. Défaite 3-0 face au Golden Star. Victoire également de l'Aiglon, 3-2 aux dépens de l'émulation. Et cet après-midi, le club franciscain a disposé du good luck sur le score de 3-0. Cette deuxième journée de R1 se clôture ce soir. Nous y reviendrons demain. Voilà donc pour ce résumé du match Golden Lion contre CS Casse-Pilote. Et il n'y a pas que le football dans la vie. On va faire le point sur le reste de l'actualité sportive avec José Le Chertier. Début hier soir du trophée des champions de la Coupe des As au Palais des Sports de Trinité. 6 équipes réparties en 2 groupes, tant chez les femmes que chez les hommes, se disputent cette compétition. Chez les femmes hier soir, le match phare entre le Réveil Sportif et l'Arsenal a tourné à l'avantage des Gros Mornaises, victoire 16-11. Les rencontres se poursuivent depuis 14h aujourd'hui. Les finales sont prévues demain à partir de 16h chez les femmes et 18h chez les hommes. En beach volley, en prélude à l'ouverture de la saison, la Ligue de volley organisait aujourd'hui sur le terrain de Décathlon au Lamentin une opération séduction. Au menu beach volley, mais également green volley. Objectif, présenter ces disciplines à travers des initiations. C'est cette partie beach volley de notre discipline que nous voulons développer. Et pour cela, donc, nous nous sommes mis en plein air, ici au Lamentin, de manière à proposer à la population martiniquaise déjà une vision de ce que peut être le beach volley et des espaces ludiques de pratique, de renseignement et de conseils sur l'endroit, effectivement, les différents clubs où nous pouvons pratiquer le beach volley en Martinique. En VTT cet après-midi, le comité régional cycliste de Martinique a récompensé tous les acteurs de la saison au Crossma. 4 catégories ont représenté ce championnat: le Challenge VTT 2017, le Challenge Timoun VTT 2017, le TRJV Martinique, le championnat VTT 2017. La saison, on peut faire un bilan positif, puisque aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des enfants dans différents clubs qui ont participé et qui ont des titres aujourd'hui. La catégorie des cadets et la catégorie des minimes, nous avons des petits gars qui sont pas mal et qui peuvent aller à l'extérieur et faire quelque chose. Surtout, nous avions un très bon peloton de cadets en ce moment. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose. La saison débute sur les chapeaux de roue. Dès le 23 septembre, ces champions en herbe retrouveront les sentiers battus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive. Retour demain dans votre journal. À suivre, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV qui reviendront notamment sur les suites de l'attentat de Londres. On se retrouve dans quelques minutes pour le rappel des titres. À tout de suite.